Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui donne la parole aux jeunes, mais également qui fait un focus sur tout ce qui se passe sur Internet. Et en parlant d'Internet, la première thématique fera évidemment un focus sur la nomophobie. Entendez par là la peur de rester très loin de son téléphone. On parlera évidemment de cette peur en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, nous allons faire une immersion dans l'entrepreneuriat verte, un défi aujourd'hui pour les jeunes. Élément de réponse en fin d'émission. Mes invités, ils sont là sur ce plateau de Génération News, des habitués évidemment, Renoldan, étudiant en droit. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci de m'avoir invité, Régis, et bonjour à mes chers co-débatteurs. Oui, évidemment, tes camarades et co-débatteurs sur ce plateau Génération News, ils sont également avec nous, notre ami Murphy, étudiant en journalisme et communication. Toujours évidemment un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. Un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé pour Laure, la seule femme évidemment de ce plateau, nouvelle également. Bienvenue sur le plateau de Génération News, ma chère Laure, étudiante en médecine. Merci d'être de nôtre sur ce plateau. Merci, je suis très honorée d'être parmi vous ce matin. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler de la nomophobie. Renoldan, je me tourne vers toi. Le terme en lui-même, est-ce que tu connaissais déjà un petit peu l'appellation, la nomophobie? Non, je ne connaissais pas, à vrai dire. Mais après, il était bien nécessaire pour moi de faire quelques recherches. Et après avoir effectué notamment ces recherches, je savais que la nomophobie, c'est un néologisme qui désigne donc la phobie ou bien la peur d'un certain nombre de sujets qui utilisent les smartphones vis-à-vis de celui-ci, de peur notamment de le perdre un jour. Ouais. Voilà. Ou bien de son passé, tout simplement. Exactement. En fait, comme on disait un peu, pour faire court, c'est la peur de rester sans téléphone. Exactement, cette peur-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer la nomophobie comme étant la maladie, une forme de maladie 2.0? Bon, sur notre cieux, notamment sur le continent africain, les pays francophones, celle-ci n'est pas trop considérée comme étant une maladie. Mais dans le pays des autres, il y a des études qui ont été menées et vous avez là des types comment dirais-je, des études de comportement qui sont promis, voilà, aux sujets qui présentent ces genres de symptômes. Au vu donc de cela, on peut considérer cette attitude-là comme étant une maladie de 2.0. Alors évidemment, le parallèle avec l'Occident et l'Afrique, tu viens de le souligner. Ça veut dire qu'en Afrique, ça va être un peu plus difficile comparément à l'Europe? Oui, ça va être un peu plus difficile parce que les méthodes de pouvoir s'en passer de celui-ci ne sont pas bien connues et ne sont pas appliquées. D'autant plus que les gens qui souffrent de cette maladie ne sont pas conscients de ces phénomènes-là et n'ont nulle part où aller pour pouvoir effectivement, diminuer un petit peu l'utilisation de smartphone. Laure, on parle de diminuer sa consommation du téléphone, en l'occurrence son smartphone. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu as été à un moment donné atteinte de cette maladie-là, la nomophobie, ou bien ça va, aujourd'hui tu arrives à relativiser? Oui, j'ai été atteinte de la nomophobie. D'accord. Mais après, avec le temps, j'essaie de régulariser ça parce que c'est pas facile de te détacher de son téléphone, vraiment pas facile. La technologie nous emmène dans des profondeurs, tu vois. Donc, quand tu as ton téléphone, tu as l'impression que tu vis, au fait. Exactement. Donc, dès que tu te détaches de ton téléphone, tu as l'impression que tu n'existes pas. Tout d'un coup, dans ta tête, tu réfléchis, où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Donc, aussitôt, tu dois le récupérer pour te sentir un peu apaisé ou à l'aise, te mettre dans ta peau pour dire, waouh, j'ai retrouvé mon téléphone. Il y a vraiment un lien psychologique avec le téléphone, c'est incroyable. Effectivement, il n'y a qu'à voir lorsqu'on a perdu notre téléphone ou bien lorsqu'on nous l'a volé, on a évidemment une vague d'émotions assez négatives en général qui nous envahit et puis bon, on se sent évidemment pas très bien. Mais comment toi tu arrives justement à réguler un petit peu cette consommation du smartphone? Est-ce que tu as un emploi du temps? Comment ça se passe? Oui, il y a un emploi du temps, mais il faudrait vraiment travailler dessus pour respecter cela. Parce que tu peux programmer, tu peux faire un emploi du temps pour dire que de telle heure à telle heure, je vais utiliser mon téléphone, mais au-delà de là, je ne peux plus l'utiliser. Donc, il faudrait vraiment que tu travailles dessus, que tu te travailles soi-même pour pouvoir réaliser cela. Au cas contraire, ça sera très difficile
de pouvoir complètement se débarrasser, de son téléphone. Alors, on va rester quelques minutes avec toi avant de donner la parole à Murphy. Laure, tu es dans le domaine de la médecine. On sait qu'évidemment, en ce qui concerne ce domaine-là, aussi bien le droit pour notre ami Renoldan, ça demande beaucoup de recherche. Du coup, le téléphone devient un petit peu, on va dire, ton ami dans ce sens-là. Comment ça se passe avec cet ami-là? Je veux dire, lorsque tu as besoin de faire des recherches, est-ce que là aussi, c'est bien cadré, c'est bien défini, 1 heure de recherche, pas plus, à une certaine heure, on doit tout arrêter, on revient à l'aspect classique, c'est-à-dire les livres. Comment tu arrives à gérer tes recherches avec ton téléphone? En fait, j'ai un programme fixe. D'accord. Je me dis que pendant mes heures de lecture, j'ai des heures de recherche. D'accord. Donc après peut-être 2 heures de lecture, j'ai 1 heure de recherche. Mais au-delà d'1 heure, je ne peux plus être en contact avec mon téléphone. Donc si je peux dire, il y a vraiment une discipline. Voilà, j'essaie de discipliner cela. Mais maintenant, au cours de tes recherches dans ton téléphone, tu reçois des messages. Les gens peuvent t'écrire. Quand tu ignores, on peut penser que tu fais exprès. Exactement. Tu vois, parce que tu te dis que c'est pas le moment de reprendre le message. C'est mon moment à moi de faire mes recherches. Donc, il y a aussi un temps où je me dis que là, c'est pour reprendre aux appels et aux messages. Pour ne pas trop déborder de cela. Donc, j'essaie de cadrer ça, quoi. Vraiment une discipline. On va essayer de suivre, évidemment. Là. Non, mais évidemment que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On te le concède, ma chère Laure. C'est vraiment pas facile. C'est la raison pour laquelle on en parle sur cette émission Génération News. On va essayer, évidemment, de proposer des pistes, hein, de solutions. Murphy, évidemment, la nomophobie, est-ce que ce n'était pas mieux avant? C'est-à-dire qu'avant, on avait des téléphones analogiques où c'était pas le numérique, donc on n'avait pas le temps d'aller sur Internet et tout ça, mais on avait nos téléphones. À l'époque, c'était difficilement, on volait ce téléphone difficilement, parce qu'en fait, c'est un téléphone, si le voleur a dérobé, il a envie même de te le rendre, parce qu'il ne fera pas grand-chose avec ça. Est-ce que quelque part, l'avènement des réseaux sociaux n'est pas venu un petit peu amplifier cette maladie-là? Avant, on avait nos téléphones, mais on n'était pas si dépendant que ça, comme aujourd'hui. Ok, bon, moi je partage pas trop cet avis-là. D'accord. Je pense plutôt qu'on avance, on va vers les technologies également sont arrivées. Il faut tout simplement s'arrimer à ces nouvelles technologies-là et avoir des comportements qui vont essayer de réguler un petit peu équilibrer les débats. Donc effectivement, cette maladie-là qui est une angoisse excessive de perdre son téléphone s'explique par plusieurs causes. Par plusieurs raisons, je vais dire. On a par exemple, c'est la mère de tous les vices, c'est comment on appelle l'oisiveté. Donc il faut tout simplement éviter l'oisiveté. On a également cet avènement, comme vous avez tout à l'heure souligné, des réseaux sociaux, d'internet, les applications aujourd'hui. Voilà, on est sur TikTok, on est sur Facebook, Instagram et tout le reste. Et moi, je suis pas comme Laure. Moi, par contre, j'ai du mal en fait à me séparer de mon téléphone. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu te donnes réellement les moyens? C'est comme Laure disait, c'est difficile. Ça, en fait, on le sait, nous le savons tous, que c'est difficile de se défaire un petit peu de cet outil-là aujourd'hui. En fait, on a l'impression qu'on décide, on a tellement envie de posséder un téléphone qu'à la fin, on devient possédé par ce téléphone-là, un petit peu comme tout le monde, hein, si ça peut rassurer. Mais du coup, est-ce que toi, tu te donnes réellement les moyens, un petit peu comme Laure, d'avoir un emploi du temps, ou bien, voilà, tu estimes que c'est difficile, donc... La vérité, j'essaye. D'accord. J'essaye, la preuve, c'est qu'il m'arrive, je lis beaucoup, je lis beaucoup actuellement, je lis un livre très intéressant. Et... C'est plutôt les réseaux sociaux. On gère des pages sur Facebook, on gère des pages sur TikTok en tant que communicant, et donc ça nous amène constamment à interagir avec, d'alimenter ses comptes. Alimenter les comptes et tout ça. Donc on se retrouve à passer des heures dessus, on se rend pas compte, et finalement c'est pas une question d'être en Europe ou d'être en Afrique, c'est vraiment une pathologie qui nous touche, une maladie 2.0 qui nous touche véritablement. À partir du moment où le monde devient un village planétaire, tout le
monde est évidemment touché par cette maladie jugée 2.0. Renaldan, on va parler d'un pays qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, a peut-être compris un petit peu la nécessité, mais vraiment d'aller très loin. Je pense que peut-être que si Laure décide d'aller dans ce pays, elle se sentira plutôt à l'aise. Les autorités chinoises ont pris certaines mesures en lien avec l'utilisation d'Internet, en l'occurrence du smartphone, chez les jeunes, c'est-à-dire à partir de 8 à 16 ans, l'utilisation, elle est vraiment très restreinte, c'est-à-dire que vous allez utiliser Internet pendant 2 heures de temps et pas plus. Et à partir d'une certaine heure aussi, de 18 ans à plus, vous utilisez la connexion Internet, sinon les smartphones, pendant une heure bien précise. Est-ce que ce format-là, déjà, quelle appréciation faites-vous de cette décision de l'État C'est une loi qui est salutaire, d'autant plus que la jeunesse d'aujourd'hui passe beaucoup plus leur temps sur Internet plutôt que sur, dans les bibliothèques, les librairies ou la lecture, comme le cas de Laure et Murphy. En instituant cette loi ou bien en promulguant cette loi, elle va donc permettre à cette jeunesse qui avait peut-être tendance à passer son temps sur les téléphones en faisant, je dirais, en se donnant à suivre un peu de contenu qui ne participe vraiment pas à leur évolution dans la société, etc. Il serait mieux de les canaliser, d'autant plus que toute liberté nous incite parfois à abuser et aller au-delà. Et quelque part, par ricochet, c'est-à-dire à travers cette mesure, par ricochet, on soigne un petit peu la nomophobie, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout le temps, on empêche l'enfant... C'est l'une des thérapies, en fait, des thérapies, j'allais dire, parce qu'elle permet justement de canaliser ce comportement. Si, personnellement, vous n'arrivez pas à le faire, et là, la loi, elle vous oblige à le faire. Que vous ne voulez pas, vous êtes obligé de vous soumettre. Sinon, les résultats seront toujours les mêmes. Autre loi, je reste avec toi aussi, puisque oui, chacun nous donnera son avis là-dessus, évidemment. C'est l'Angola qui a instauré évidemment une loi, mais elle est ancienne. Je pense qu'aux dernières nouvelles, elle est toujours d'actualité, mais pas totalement. En fait, cette loi, à l'époque, demandait aux parents, à partir d'une certaine heure, en l'occurrence à partir de 20 heures, de ne plus utiliser des téléphones pendant 2 heures de temps. Ça permettait justement aux membres de la famille de se retrouver et de partager, raconter un petit peu la journée, mais vraiment se retrouver au sein de la famille. Une initiative également aussi encore à féliciter, je suppose, mon cher Renaldan. Est-ce qu'en Afrique, tu penses que c'est possible? Alors l'Angola, c'est en Afrique évidemment, mais est-ce que tu penses que d'autres pays peuvent emboîter le pas? Ou bien ça va être difficile? C'est un très bel exemple, parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour permettre aux familles de passer des moments ensemble, des moments conviviaux, etc. C'est pas comme cela a été fait, notamment dans un pays en Afrique centrale dont je ne cite pas. On attend pendant la période des élections pour couper la connexion et venir à la télé expliquer aux gens que c'est pour permettre aux familles de se rapprocher, de réinsérer le lien qu'ils ont perdu depuis pas mal de temps. Et je pense que cette initiative est d'ailleurs très salutaire et j'encourage d'autres pays à emboîter le pas, d'autant plus que vous avez pris un exemple dans les coulisses, que vous avez assisté. Oui, évidemment. Non, mais on peut en parler. C'est-à-dire que ce qui a motivé cette thématique sur la nomophobie, en fait, j'étais dans une structure qui fait du poulet, que j'ai vite évidemment donné le nom, cité le nom. Et puis, j'avais passé ma commande et donc je suis devant sur ma table et je vois une famille avec papa, maman, la grande sœur, la petite sœur, le petit frère. Et en fait, ils sont tous sur la tablette. Donc l'enfant est sur la tablette, papa sur le téléphone, maman sur le téléphone, la petite sœur sur son téléphone. Et à aucun moment, on ne lève les yeux pour profiter du moment. Tout le monde, génération tête baissée, on est comme ça. Et je me suis dit, est-ce que cette famille se rend compte de ce moment qui est assez intéressant et vraiment convivial, familial, de se retrouver et de profiter de ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, on désire tellement avoir le téléphone qu'à la fin, parce qu'à la base du téléphone, c'était de nous rapprocher. J'appelle Laure pour prendre ses nouvelles. Je suis au Maroc, elle est au Congo, j'appelle pour prendre des nouvelles. Et aujourd'hui, on se rend compte que le téléphone, à la base, qui était censé nous rapprocher, nous éloigne. Et même quand on est très proche, ça nous éloigne. C'est là où intervient le mot maladie, parce qu'on constate qu'il y a un trouble dans le comportement humain, le comportement naturel. Voyez-vous, dès lors que vous utilisez excessivement un bien matériel qui, à la base, ne devait pas vous permettre de vous éloigner de vos habitudes naturelles, à partir de ce moment, il y a ce qu'on intervient, le mot qu'on appelle la maladie. Parce que là, vous perdez en quelque sorte des habitudes, je dirais, sociales. Et par conséquent, il vous faut, je dirais, nécessairement suivre un traitement qui n'est autre qu'une thérapie cognitive et comportementale que
les autres institutions, notamment en France. En Occident, voilà. en France. Je suis d'accord avec son opinion, parce qu'effectivement, les applications et les heures qu'on passe dans le téléphone, finalement, ça nous éloigne, ça nous déconnecte de la vie réelle. On est plutôt sur une vie fictive, des réseaux sociaux, où il faut avoir une image à entretenir, où il faut... Donc du coup, ça nous déconnecte complètement, et on a des personnes qui baissent en sociabilité. C'est vrai. Ils sont peu sociables, ils sont renfermés dans leur zone de confort, tout simplement. Voilà. Il faudrait dire en réalité, oui, à la base c'était des téléphones analogiques qui servaient juste à appeler, mais aujourd'hui on a tout concentré sur le smartphone. On se retrouve avec des applications, on se retrouve avec des télévisions. À l'époque, il fallait sortir, c'est-à-dire si je veux faire une photo en famille, il fallait aller dans dans une structure adaptée pour. Mais aujourd'hui, ton téléphone il fait tout, appareil photo, vidéo et tout. Et ça va plus loin. Tu prends une photo, tu la modifies comme tu veux, et puis tu n'as même plus l'image de base. On ne te reconnaît pas sur les réseaux sociaux. Quand on te voit dans la rue, on se dit mais est-ce que c'est elle et tout ça. Mais voilà, pour dire que c'est finalement un outil, c'est finalement une maladie qui fait des ravages. Est-ce que c'est encore plus dangereux aujourd'hui, Laure, quand on voit effectivement que même la nouvelle génération ou bien nos petites sœurs sont aussi touchées par cette maladie-là, 2.0 évidemment, on parle de la nomophobie, puisqu'aujourd'hui très tôt on achète des téléphones à nos petits frères, à nos petites sœurs qui n'arrivent plus vraiment à s'en passer en fait, qui est vraiment très collé à ce téléphone-là. Est-ce que le danger est encore plus là? Et évidemment, un autre pont avec ça, c'est qu'aujourd'hui, ça va un peu plus loin. Quand on a des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation du téléphone au volant, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont en train de conduire et qui sont sur le téléphone en train de regarder des vidéos ou en train de faire des directs. Voici un autre point, évidemment, qui tue, entre guillemets, évidemment, cette conscience-là, parce que tu peux pas être en train de conduire et faire un direct. Donc, il faut faire le choix entre les deux. Est-ce que quelque part, on n'est pas en droit de s'inquiéter un petit peu quand on voit que nos petits frères aujourd'hui sont évidemment touchés par cette maladie 2.0, la nomophobie? La génération elle est détruite, c'est inquiétant parce que on donne le téléphone pour dire que c'est peut-être pour la sécurité de la personne. Ouais. En étant petit, on te remet un téléphone au cas où tu es peut-être à la maison, tu as un besoin d'urgence. Même à l'école, même dehors dans la rue. Ça détruit même l'éducation parce qu'il y a d'autres élèves au lycée ou au collège, tu verras en classe, et au lieu de suivre le professeur, l'élève est concentré sur son téléphone. Donc, il est un élément de tricherie aussi. Voilà. Pendant le bac, tout le monde est sur son téléphone. Il est perturbé. Il a deux esprits. Soit c'est son cours, soit c'est son téléphone. Mais il est plus sur son téléphone que pendant le cours. Donc, et après, à la fin de l'année, vous allez voir que les résultats de l'enfant n'est pas correct en fait. Justement, Laure, pour rester avec ça, tu parlais de ce résultat à l'école. Évidemment que l'élève est perturbé entre suivre le cours et être sur son téléphone. Dans ce cas, qu'en est-il de la responsabilité parentale? Comment les parents peuvent aujourd'hui, puisqu'on parle de thérapie évoquée par Renoldan dans son argumentaire, comment les parents peuvent aussi installer cette forme de thérapie à la maison pour essayer un petit peu de diminuer la nomophobie chez les enfants? Ok, c'est une très bonne question parce que moi, en grandissant, dès qu'il était 20h, ma maman ravissait le téléphone. Ah, d'accord. Ouais, il y avait un couvre-feu. Un couvre-feu, en fait. D'accord. Donc, elle disait à 20h, mettez les téléphones tous ici sur la table. C'est l'heure du journal, vous suivez le journal. À partir de 20h30, après le journal, vous partez lire et à 22h, vous êtes au lit. Et c'était comme ça. À 5h du matin, elle vient vous réveiller. Pareil, vous partez à l'école sans vos téléphones. Et quand vous rentrez, elle vous donne pour quelques temps. Après, elle récupère. Donc moi, je pense que c'était une très bonne thérapie parce que ça permettait, certes, on boudait, on n'était pas d'accord, pas du tout d'avis, mais on faisait avec, on était d'accord. À un moment donné, on se disait, oui, on doit quand même négocier et tout. Donc c'est ça qui permet pour la charge des parents, d'un côté d'éduquer les enfants dans ce sens. Donc s'ils pouvaient faire autant, préciser des heures afin que les enfants s'adaptent aussi à rester sans leur téléphone, se détacher de la technologie d'un moment donné, ça aurait été mieux. Donc, à des heures, par exemple, le matin, les enfants partent à l'école, vous laissez vos téléphones à la maison, ils peuvent rentrer, on leur remet leur téléphone pour quelque temps, le temps de se distraire aussi, parce que passer toute une journée à 2 fois à l'école, ça peut te... Oui, évidemment, il faut essayer d'être un peu... Il faut te détendre et tout, en étant en famille et tout. Après, on récupère le soir pour permettre aux enfants de dormir, parce que la lumière du téléphone et de la technologie, en utilisant la nuit, ça nous empêche, en fait, ça empêche au cerveau de se reposer. Donc, tu fais fonctionner ton cerveau toute la nuit. Donc, du coup, à un moment donné, il faut le récupérer, le mettre de côté
laisser les enfants se reposer tranquillement. Moi, je pense que c'est une meilleure thérapie pour que les enfants arrivent à se détacher de leur téléphone. Évidemment, c'est un très bel exemple, hein, une très belle thérapie que notre ami Laure vient de souligner. Et ça s'appliquait à tous les enfants. C'est bien ça d'accord. Et ça, et comment ça se passait en général avec... Est-ce que papa aussi était en accord avec ça? Papa, il était un peu trop occupé. D'accord. Plus, on était avec maman. D'accord. Donc, c'est elle qui se présentait. Elle prenait la décision avec tous les enfants. Donc, elle ne faisait pas de différence. Que tu sois grand, petit, en tout cas. Bah oui, évidemment, que tu sois grand ou petit, tu restes un enfant. Donc, et maman, c'est maman. Oui, donc, oui. Elle s'appelle comment, ta maman? Brigitte. Maman Brigitte. En tout cas, bravo à vous, maman Brigitte. Franchement, belle initiative. Justement, par rapport à ça, Murphy, l'initiative de maman Brigitte, de la maman de Laure, une autre maman aussi, hein, la maman de Génération News. Comment t'accueilles cette initiative-là? Est-ce que c'est un peu plus difficile à faire aujourd'hui dans des familles, ou bien il faut juste de la volonté de la part des parents? Déjà, un grand bravo à ta maman. Ouais. Si on avait tous une maman comme ça, on ne serait pas aujourd'hui attaché à Internet. Donc, en réalité, c'est une belle initiative. Ce qu'il faut faire, par contre, aujourd'hui, il faut bien évidemment s'adapter. Peut-être il y a des téléphones où on peut verrouiller des applications. On peut verrouiller des applications ou acheter des smartphones avec des applications limitées, où on va demander au concepteur de peut-être supprimer, de bloquer Facebook. Ou avec un contrôle parental, voilà, avec sur les tablettes en l'occurrence. Voilà, un système contrôle parental et tout ça. Même avec le réseau Wi-Fi, on peut le faire. Ça empêche d'aller sur certains sites à partir Internet. Depuis ton téléphone, voilà. Si ton fils est connecté sur la tablette par exemple, toi depuis ton téléphone, tu peux couper le réseau Wi-Fi uniquement sur sa tablette. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça qu'il faut. Je pense que c'est la base. Il faudrait, pour prévenir cette maladie, il faut revenir à la source, il faut aller chez les enfants. Il faut couper mais vraiment à la racine, quoi. Voilà, il faut aller vers les enfants, il faudrait apporter une bonne éducation par rapport à l'utilisation exactement d'Internet, parce qu'aujourd'hui, on voit n'importe quoi sur Internet. Oui, c'est qu'aujourd'hui, le jeu, c'est ce qui rend accro. Et d'ailleurs, la petite information développée par Laure en parlant de la lumière du téléphone, effectivement, il y a des spécialistes qui sont derrière ça, c'est-à-dire il y a des gens qui développent vraiment le côté un petit peu on appelle ça le luxe. Luxe, c'est un élément qui permet de mesurer l'intensité de la lumière. Et en fait, eux, quand ils travaillent là-dessus, ils vont te rendre à travers la lumière plus addictif au téléphone. C'est pourquoi à partir d'une certaine heure, on est là devant le téléphone, on scrolle, et la lumière, plus elle tend vers du bleu, plus elle donne envie. Ouais. Et donc, tu vois, c'est exactement... En fait, on a l'impression que les concepteurs des téléphones font tout pour nous rendre accros à ces téléphones-là. La sensibilisation, mon cher Renoldan, faudrait-il encore aujourd'hui renforcer la sensibilisation? Les dangers, visiblement, les jeunes savent un petit peu ce à quoi ils sont confrontés en ayant évidemment cette maladie-là, 2.0, la nomophobie. Comment aujourd'hui essayer un petit peu de renforcer la sensibilisation? Est-ce qu'il faut insérer par exemple des cours à l'école qui parlent un petit peu de ça, des dangers aujourd'hui du numérique, en l'occurrence du téléphone? Comment ça se passe selon toi? Comment on peut aujourd'hui essayer de... Que chacun de nous est le seul responsable de son état de santé. Ouais. Quand vous souffrez seul. Exactement. Il faut aussi savoir que tout ce que nous faisons aujourd'hui aura forcément des conséquences demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Ouais. Mais le mal est de constater également que dans nos écoles, comme il a su le dire, tout s'est fait aujourd'hui avec le téléphone. On vous envoie des cours par téléphone, on vous demande même de faire un cours en ligne par téléphone. Même si vous ne voulez pas... Le e-learning aujourd'hui. Exactement. Déjà, même si, quand vous ne voulez pas vous attacher au téléphone, mais il y a d'autres... Voilà, il y a d'autres impératifs qui sont là, qui vous demandent nécessairement d'être à côté de votre téléphone, Donc, sur ce côté-là, pour les adultes, je pense que c'est une responsabilité d'abord personnelle. Ouais. Voyez-vous, sur le plan sanitaire, mais aussi sur d'autres plans. Si vous passez beaucoup plus de votre temps sur le téléphone, peu importe la raison, même pour le travail et tout, les conséquences seront forcément les mêmes. Maintenant, pour les jeunes adultes, comme l'a dit Laure ici, la responsabilité revient entièrement aux parents. Ouais. Voyez-vous, c'est aux parents de contrôler même. Bon, je sais qu'avec les enfants aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Même quand vous leur interdisez les téléphones, il y en a qui, par leurs propres moyens, achètent des petits téléphones, les cachent dans leur chambre, utilisent en cachette, etc. Mais là encore, il faudrait peut-être adapter la méthode que vous avez évoquée tout à l'heure, qui pousse aux parents, par exemple, d'avoir cette opportunité-là ou bien la capacité de pouvoir contrôler le temps, l'usage des personnes connectées au Wi-Fi, par exemple, de pouvoir interférer dans leur façon d'utiliser négativement, etc. Donc, je pense que la responsabilité, elle est double aux parents
de prendre la charge, mais aux adultes de prendre également conscience des maladies qui tournent autour de cette utilisation excessive donc du téléphone. Oui, et d'ailleurs, en parlant de la nomophobie, parce que derrière, ça crée une autre maladie. On a parlé de ce côté un petit peu addict au téléphone, mais au-delà de ça, c'est que ça rend les utilisateurs insomniaques. On a parlé de la lumière. En général, vous voyez, on est tous passés par là. Il est 1h du matin, tu es sur le téléphone, tu as regardé 2, 3, 4 vidéos et il est 5h du matin. Tu n'as pas du tout dormi et à partir du moment où ça agit sur ton système, et là, ça devient compliqué parce que derrière, tu n'as pas tes 8 heures de sommeil, le corps va te le rappeler. Laure, avant de clore évidemment cette première partie, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission, pour faire court, pour ramasser un petit peu tout ce qui a été dit sur ce plateau-là, voilà, tu vas nous faire un petit résumé. Est-ce que ça voudrait dire, alors évidemment qu'on a donné des pistes de solutions, voilà, des solutions. On a parlé évidemment de la méthode de ta maman et évidemment le contrôle parental derrière. Mais est-ce que de façon simple, sans risque de nous tromper, on peut affirmer sur ce plateau de Génération News que ça va être très compliqué demain, aujourd'hui, de vaincre cette maladie 2.0, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Ça va être difficile, mais c'est pas impossible. D'accord. Le bien, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'impossibilité à ça. Si on se donne, si les parents se donnent également pour l'éducation des enfants, ils peuvent réussir à cela. Je vais t'interrompre, ma chère Laure, parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler de l'entrepreneuriat, le retour à la terre. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Si vous venez à peine de nous rejoindre sur Médian TV, sachez que nous allons aborder un deuxième point effectivement lié à cette jeunesse qui représente l'avenir de demain sur le continent. On parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, mais en l'occurrence lié à la terre. Mon cher Murphy, on parle de l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui? Parce que c'est un constat. Déjà, est-ce que ce constat, toi également, tu l'as fait? Très peu de jeunes aujourd'hui hésite un petit peu à repartir à la terre. Pourquoi, selon toi? D'entrée de jeu comme ça, je dirais c'est un métier salissant. D'accord. Voilà. C'est salissant. C'est salissant. D'accord. Les jeunes aujourd'hui, quand on parle de business, ils veulent être entre deux avions, dans un bureau climatisé, en train de manipuler. En fait, ils ont une autre notion de l'entrepreneuriat. Se disent quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois apporter des idées qui sortent un peu du hors du commun, qui vient un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout ça. Donc d'abord, il faudrait rappeler c'est quoi l'entrepreneuriat vert. C'est l'ensemble de secteurs d'activités économiques qui visent la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, ouais, qui permet également de limiter l'impact écologique. Donc, mais c'est dommage pour les jeunes aujourd'hui de ne pas retourner à cette activité-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que les pays sont engagés. Ouais. On subit des transformations climatiques, des changements climatiques. On a de plus en plus des chaleurs très fortes, intenses. On a de plus en plus des inondations lorsqu'il pleut. Et c'est aujourd'hui, l'Africain en général ne se sent pas responsable, parce que il se dit c'est l'Europe, c'est l'Occident qui est le plus grand pollueur. C'est lui qui est à l'origine de ce changement climatique. Donc, en l'occurrence, c'est à lui de trouver des solutions pour régler ce problème écologique-là. Ouais. Mais donc, je me dis, pour nous, les jeunes, ce sera très important également de rejoindre ce combat-là, ce noble combat qui est de retourner à la terre. Ça va également permettre d'atteindre une autosuffisance alimentaire, parce que nos pays africains, en réalité, souffrent de ce problème-là. On a du mal à cultiver, on se retrouve à importer beaucoup des produits agricoles, des tomates, on se retrouve même des trucs, il y a des trucs simples qu'on peut faire. Et puis bon, je me dis, il faudrait que les jeunes déjà commencent à s'approprier ce combat qui est la lutte contre le changement climatique et contre l'insuffisance alimentaire. Ouais. Voilà. Bon, je pense que Murphy, il a fait le tour. Hein. Il a fait le tour évidemment, un résumé très très large, évidemment. Merci, hein, on est preneur, parce que déjà c'est très bien résumé. Donc effectivement, quand on parle de l'entrepreneuriat verte, en tout cas vraiment c'est lié à tous ces secteurs d'activité, effectivement aussi bien du changement climatique à ce retour, en l'occurrence à l'insuffisance alimentaire. Restons sur ce point, l'insuffisance alimentaire, pardon, ma chère
le retour à la terre. Plusieurs pays sur le continent prônent ces politiques-là. Au Gabon, on parlait du projet Graines. Au Congo aussi, on est effectivement dans exactement où on demande aux jeunes d'aller vers la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de communication ou bien c'est simplement cette jeunesse qui ne mesure pas encore l'importance, sinon l'impact de repartir à la terre? Est-ce que c'est aujourd'hui le nouveau défi pour s'accrocher à nos thématiques, le nouveau défi de la jeunesse, repartir à la terre au point de valoriser cet entrepreneuriat dit entrepreneuriat verte? La jeunesse ne se donne pas tellement à l'agriculture parce que en fait, l'information d'abord, elle est mal transmise. Ouais. Parce que de la façon que moi je reçois l'information, c'est pas de la même façon que vous recevez l'information. Ouais, donc, je peux te faire comprendre que l'agriculture elle est bonne, mais tant que je ne te donne pas des preuves concrètes ou je ne mets pas en pratique ce que je te dis, tu as l'impression que je raconte un mensonge. Parce que, on veut voir la rentabilité. Voilà, il faudrait que il faudrait que ça soit. Je vois cet argent-là. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le processus en lui-même qui dérange? C'est-à-dire que supposons que notre ami Renoldan décide d'entreprendre dans la fraise, il doit cultiver de la fraise. Est-ce que c'est pas le processus? Parce qu'on a l'impression qu'on a une génération qui est un peu pressée, qui veut avoir tout de suite. Comme il disait, je veux avoir des preuves, je veux avoir un retour sur investissement tout de suite. La fraise, on sait que ça prend du temps, faut l'arroser, faut pousser, et tout ça. Est-ce que c'est pas ça aussi qui freine un petit peu cette jeunesse-là à l'idée de repartir? Ça peut freiner les jeunes de façon générale, parce que on est pressé à vite gagner sa vie, on se fait déjà un film, je dois déjà avoir soit un foyer, je dois me construire, je dois être à la base posée, mais se lançant dans l'agriculture ou dans la terre, dans l'élevage, ça va me prendre assez de temps, attendre peut-être 1 année ou 2 ans, c'est ça, encore dans le chômage, c'est trop. Donc pourtant c'est quelque chose qui est assez nécessaire pour nous, sinon pas. Je ne vois pas... Oui, Renoldan. Voilà, est-ce que les jeunes ne se lancent pas sont vraiment multiples. Il y a d'abord des raisons à titre personnel et il y a des raisons extérieures. Les raisons à titre personnel, c'est d'abord le dévouement, la volonté de faire ce que vraiment tu veux faire pour gagner de l'argent. Des raisons extérieures, c'est notamment les conditions que l'État doit réunir, mettre à la disposition des jeunes pour pouvoir recourir au sol pour les cultiver. Pour le cas, par exemple, de nos pays, vous constaterez que les gens qui se lancent dans ces activités ont un sérieux problème, notamment problème de logistique. Comment est-ce qu'ils vont transporter les produits, même si les produits en froison et tout. Le matériel aussi. Voilà, le matériel, problème d'eau. Aussi le problème d'eau qui s'impose. Voilà, tout le monde n'a pas accès aux zones humides pour pouvoir faire de l'agriculture. Il y a même le problème du titre foncier, la terre foncier aussi. Également, il faut obtenir déjà la terre. Exactement, vous suivez l'actualité, au Congo il y a un problème de terrain qui oppose des nationaux à nos frères étrangers, notamment des Rwandais. Et il y a des multiples problèmes. Aujourd'hui, c'est pas facile pour un jeune de pouvoir profiter ou avoir de la terre pour cultiver. Généralement, chez nous en Afrique, les parents ne font pas confiance aux enfants, ou bien aux plus jeunes. Ça, il faut le dire. Notamment, on n'en donne pas souvent la terre aux enfants. On dit, bon, prenez, faites ce que vous voulez, si vous voulez cultiver, ainsi de suite. Mais ce qu'on oublie, que nous, jeunes, il faudrait également briser cette barrière-là, en fait. Que vous n'ayez pas accès à l'eau, etc. Si vous êtes déterminé, parce qu'on sait, Murphy l'a dit aussi bien, les raisons, ils sont également positives. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat vert, il y a de fortes chances que vous participez non seulement à l'évolution de votre propre vie, ou bien de la famille, mais aussi à l'évolution de toute la planète. Déjà, en cultivant la terre, vous participez là également à la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est très important pour la société. Mais aussi, vous aurez la possibilité de non seulement vous nourrir, mais aussi nourrir vos concitoyens avec une nourriture ou bien des légumes bio qui est fait à côté. Et puis voilà, tout le monde a accès avec des moyens, je dirais, assez accessibles à toutes les couches. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les causes sont multiples, mais à la jeunesse, si vous voulez bien vous faire beaucoup d'argent, moi je pense que le domaine de l'agriculture, c'est le domaine qui permet aux gens de se faire beaucoup de bénéfices à long terme. Oui, c'est ce que je voulais dire, sur le long terme. À long terme, et voilà, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'entreprendre, c'est rester au bureau comme vous l'avez dit tantôt, etc. Or, la terre, on dit souvent que quand vous plantez une graine dans la terre, elle vous la rembourse 12 fois plus, etc. Et d'ailleurs, chez nous, on dit que la terre ne pourrit pas. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Oui, Murphy. Nos frères jeunes,
porter des bottes, aller dans des champs, aller faire de l'élevage. C'est pas une image dénaturée, bien au contraire. Dégradante. Voilà. Pour te couper, nous ne sommes pas des bons exemples, mais on peut avoir de bons messages, tu dois rester un mauvais messager. Oui, on va te demander. Mais en fait, tu nous demandes d'aller dans les champs, quand on te voit à la télé, non, mais c'est pertinent ce que tu viens de dire en plus. J'exemple parce qu'aujourd'hui, on a des business où on voit des gens de la ferme à l'assiette. C'est un peu des business qu'on voit et c'est bio. Ça fait du bien de voir comment on élève des cochons et après de voir comment ce cochon-là va être transformé jusque dans l'assiette et tout, sans pour autant être congelé, sans pour autant être... le processus en lui-même, quoi. Voilà, c'est vraiment bio, c'est vraiment naturel. C'est pareil pour l'agriculture, avoir des tomates fraîches et tout le reste. Donc moi, je me dis c'est tout bénef, quoi. Ouais, effectivement, et d'ailleurs, ce que Renaldan venait de dire, c'est vrai que, alors moi, je me souviens ma première année au Sénégal, j'avais rencontré un jeune monsieur, son histoire m'avait beaucoup passionné. C'est un monsieur, en fait, il était censé, un jeune, aujourd'hui c'est un monsieur, mais il était censé prendre la pirogue pour aller en Europe, un peu comme on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont tentés à l'idée d'aller en Europe au périple de leur vie. Alors, son histoire assez intéressante et ça m'a beaucoup touché parce qu'aujourd'hui il est dans le domaine de la fraise, mais je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est qu'en fait lui il était censé prendre la pirogue avec les autres et voilà, le départ était prévu pour 5h du matin, 4h du matin, et il fallait débourser une certaine somme pour donner au passeur et y aller. Alors lui il s'est laissé emporter par le sommeil. Au moment où il se réveille, la pirogue est partie. Et il avait déjà il avait mis des sous de côté au cas où il arrive en Europe pour pouvoir vivre. Et donc avec ces sous, il s'est dit bon, je vais rester dans mon village, je vais essayer de cultiver de la fraise. Et il a commencé à cultiver de la fraise. Et puis il s'est rendu compte que il peut gagner beaucoup plus, donc il a acheté encore des terrains aux voisins, donc il a augmenté sa production. Et à partir de ce moment, il a commencé à se faire de l'argent parce qu'il vendait la fraise au Sénégal, un peu dans les grandes surfaces et tout le reste. Et là où c'était encore plus intéressant, ce qu'il s'est dit, je ne vais pas me contenter de vendre une seule variété de fraises, il allait cette fois-ci en Europe avec un visa, avec un billet, de façon légale. Il est parti en Europe et il a essayé dans chaque pays, en Espagne, en France et dans d'autres pays, d'avoir une variété très différente de la fraise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il cultive en fait une dizaine, voire vraiment en tout cas une flopée de variétés de fraises. Et moi, son histoire aujourd'hui, je me dis, c'est possible. La terre en fait lutte aussi contre ça, contre cette envie d'aller en Europe, de se dire, en Afrique c'est pas possible. Mais non, mais si c'est possible, parce que la terre te dit, c'est possible. Moi, je reviens sur un autre point, l'information. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on va dire aux jeunes de cultiver, mais on ne dit pas aux jeunes quoi cultiver et comment surtout le faire. Donc là, il faut revoir aussi les politiques à ce niveau-là, mon cher Renaldan. Les autorités doivent revoir aussi peut-être leur façon de communiquer, comme l'a souligné Laure. C'est l'État qui canalise notamment les activités économiques dans un pays. Ouais. L'État, aujourd'hui, nos États, comme l'a dit, nous souffrons d'un sérieux problème qu'on appelle le problème comment on appelle ça, de la production agricole, etc. Et nous savons aujourd'hui qu'un pays le président le disait autrefois, même si, voilà, qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Voyez-vous. Et si aujourd'hui nous créons sur les réseaux sociaux, nous réclamons notre souveraineté, il va falloir aussi sur le plan interne de parler de la souveraineté alimentaire. Exactement. Et d'autant plus que l'agriculture est un essor économique. Si vous prenez le cas des États-Unis, de la Chine, vous verrez qu'ils se sont beaucoup plus basés sur l'agriculture avant de parler d'autres secteurs. Donc, il revient notamment à la charge aux autorités de donner des orientations fermes, de permettre à ce que les jeunes qui ont la volonté, qui ont les idées, de pouvoir avoir accès au terrain, en les octroyant par exemple des crédits. Dans les pays sur eux, c'est ce qui se fait, on donne des crédits. Et l'État, il ne doit pas s'arrêter à donner des crédits parce qu'on a vu chez nous, il y a eu des crédits comme ça qui ont été donnés. Certaines autorités se sont accaparées. Le problème aussi, c'est certains profils, Renaldan, l'on voulait t'interrompre. On a des jeunes qui ont des très beaux projets, ils vont venir soumettre, on va donner du crédit et ensuite ils disparaissent. La banque, avant de vous octroyer un crédit, la banque
travaille d'abord sur votre dossier, regarde d'abord ce que vous faites. Est-ce que c'est ce qu'on appelle par une garantie. Si aujourd'hui on vous octroie un crédit, est-ce que la banque va se rassurer du remboursement du crédit qu'elle va vous octroyer? Bon, ça c'est le cas de la banque, évidemment que la banque protège ses intérêts derrière, mais parlons du principe du financement. Vous vous souvenez tous, je pense qu'on l'a tous vu, c'est ce jeune Ivoirien de Tigui Lobé, je crois, en Côte d'Ivoire, qui a fait une petite vidéo, il sortait de sa douche et tout, et ça fait un buzz. Il a été reçu par le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture en Côte d'Ivoire, qui a remis à ce monsieur, à ce jeune, parce qu'il est d'abord éleveur et cultivateur dans son village. On lui a remis une certaine somme pour acheter des bêtes, et il a un petit peu fait la bamboula sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui il vient demander pardon. Donc c'est ce profil-là aussi qui décourage un petit peu. C'est ce qui est aussi important. Aujourd'hui, il faut commencer par le faire, le premier pas. C'est-à-dire, vous-même, on sent une certaine volonté. La volonté, elle n'est pas, je dirais, imaginaire, ou bien elle ne reste pas sur l'idée. Il faudrait protéger l'idée. On arrive, en fait, des études, on sent que vous avez commencé à faire quelque chose. Et que si on vous accorde un peu plus de moyens, vous aurez la possibilité de pouvoir développer cela. Exactement, c'est comme ça qu'on soutient des agriculteurs. Or, chez nous, c'est quelqu'un qui te dit, bon, moi je peux cultiver tel ou tel autre. Elle n'a jamais même mis pied sur le sol. Le terrain, Voilà, sur le terrain, etc. Vous prenez cette personne, vous lui donnez de l'argent. Alors là, c'est comme si vous... Non, il enquête de moralité derrière, déjà. Dans mon entourage direct, un agronome de formation, il a sollicité l'aide de l'État. Du moins, quand on a eu au pays le projet graine, projet vert, il a porté son projet, il a porté son projet, mais c'est jamais allé au bout. Pour dire qu'on a des profils, on a des personnes qui essayent de vouloir retourner à la terre, mais il faudrait également que nos politiques aillent au bout de leurs actions. Il ne faudrait pas juste qu'ils viennent, ils annoncent, et puis quand les jeunes sont là, les projets sont apportés, il n'y a pas de suite, parce qu'en réalité, il n'a pas eu de suite. Parce que certainement, il y a des choix, des profils qui sont faits et tout ça par rapport aux affinités. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Pour dire que cette personne aujourd'hui, avec les deux formations qu'il avait, bien évidemment, il faisait du trading à côté, et d'un autre côté, c'est un agronome, il est allé retourner, il est allé dans le trading. Mais laisse-moi te dire qu'il perd beaucoup d'argent à là-bas. Alors que s'il était allé à son domaine de prédilection, s'il avait eu le soutien, la terre, on l'avait apporté les terres et tout le nécessaire qu'il fallait, ainsi de suite, je pense qu'il aurait pu faire de grandes choses. Mais je pense qu'à la base, un agronome, c'est celui qui aime rester en contact avec la terre. C'est sa passion, en fait. Même si le gouvernement ne vous offre pas les moyens de pouvoir tout de suite vous intégrer de façon, je dirais, proportionnelle, vous, en tant qu'agronome, à la base, vous êtes censé d'abord organiser même une petite structure, une petite ferme. Bon, je sais pas. En fait, question de volonté d'abord. Exactement, faites le premier pas. Oui, mais non, faites le premier pas et comme il a dit, même dans le cadre familial, on doit sentir quand on arrive à la maison. Mais qui cultive un peu ces légumes-là? On sent, c'est un tel, lui, il avait fait agronomie. C'est eux. Là, on sent déjà qu'il y a une germe qui est là. Mais dès lors que l'État va vous accorder des petits moyens, effectivement, c'est mieux. Je ne dis pas qu'il faudrait encourager l'État à ne pas subventionner ceux qui sortent des écoles de formation comme tel, mais il serait aussi mieux pour soi de pouvoir d'abord faire un petit truc sur dans un cadre familial ou personnel, avant de pouvoir... Comme tu dis, avant de convaincre d'autres personnes, c'est ta famille d'abord qui doit être capable de... Non, mais même au-delà de la famille, c'est toi-même d'abord. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, le premier partenaire, c'est toi-même. C'est comme ça. Les inspecteurs arrivent à dire, ok, monsieur un tel, vous avez fait telle formation, mais après avoir fait la formation, qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Trouvez-nous, on va voir dans quel domaine on peut vous financer. Vous dites, non, je n'ai pas encore commencé, j'ai des idées en tête. Alors là... Il a eu à faire, il a fait des choses, il a beaucoup de choses, des champs qu'il a cultivés. D'accord, je ne parle pas seulement de lui, mais c'est un cas général, oui. On parle du particulier pour généraliser en fait. Donc il a eu à faire quelques actions, il a eu à produire, mais bon, il avait une vision un peu plus large, certainement, je ne sais pas... Tu n'es pas son avocat. Voilà, je ne suis pas son avocat. Non, mais c'est bien, après si son cas peut servir d'exemple aussi. Pour dire qu'il y a des jeunes qui ont des bons profils, qui veulent retourner à la terre. J'ai vu une émission à la télé, il y a une dame qui faisait l'agriculture à base des pneus. Oui, exactement. Des pneus. Donc, il peut utiliser ces moyens pour faire l'agriculture aussi. C'est-à-dire, c'est du recyclage. Du recyclage. Et c'est, comme on dit, l'agriculture artificielle, on dit. C'est pas carrément toucher le sol comme tel, mais il y a des pots où vous mettez des fruits, ça pousse, vous posez dans des endroits bien, et tu peux commencer dans... Agriculture hors sol. Agriculture hors sol. Donc, c'est fait hors sol. Donc, vous avez des sacs ou des pneus, vous posez, au fur et à mesure que ça donne des fruits, tu peux revendre. Est-ce que toi, aujourd'hui,
aujourd'hui, avec évidemment la formation que tu suis, tu es dans le domaine de la médecine, quand ça demande beaucoup en termes d'études, effectivement, au passage, courage. Mais est-ce que tu te vois repartir à la terre, par exemple, au cas où, est-ce que tu te vois bien aller, parce que ce que Ronaldon disait, c'est que c'est effectivement, ça il faut le dire d'abord aux jeunes, retourner à la terre sur du long terme, c'est voir son entreprise prospérer en termes d'argent. Parce que ça dépend de ce que tu vas cultiver. Si tu cultives de la patate, de la fraise, de l'oignon ou quoi que ce soit, ça dépendra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où toi, tu as le monopole de ça, tu fixes tes prix et puis, ça c'est notre problème. Mais je vais dire, est-ce que toi, tu te vois bien repartir à la terre? Oui, en passant, il y a un projet, mais je suis encore... là-dessus, en lien avec la terre? Oui, d'accord, en lien avec la terre, de l'agriculture dans mon pays. Dans ton pays? Oui. D'accord, ok. Mais tu peux nous en parler un petit peu, nous on est preneurs. C'est pour soigner les... protéger l'idée. Ah d'accord, en fait pour le moment c'est une idée, c'est pas encore un projet? Non, c'est un projet qui est en cours. D'accord, en retour avec la terre. Oui, en retour avec la terre. Écoute, c'est plutôt une excellente chose. Réussir, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On espère que. Je pourrais dire qu'en étant étudiant, peu importe le domaine, s'il faut retourner à la terre, moi je pense que ce serait une bonne chose. Ça va plus nous aider à avancer dans ce domaine-là de l'agriculture pour donner courage aussi à ceux qui ne font rien. Ouais. Parce qu'il y a de ces personnes au pays, ou peu importe, que ce soit en Afrique ou en Occident, qui ne font absolument rien et qui sont là à la traîne. Au lieu de faire l'agriculture, ils se disent que je dois peut-être attendre un oncle ou un grand-père pour me mettre soit dans l'armée ou je ne sais pas comment. Donc, il faut que tous nous retournons vers la terre pour apporter un plus, moi je pense que ça serait très mieux. C'est le gros défi aujourd'hui de la jeunesse africaine, repartir à la terre en ayant une idée bien précise de ce qu'on veut faire. C'est un défi, c'est un défi parce que, pour moi je dis ça doit carrément être un défi pour tout le monde. Parce que c'est grâce à ça que nous nous alimentons aujourd'hui. Ouais. Donc si nous, aujourd'hui, on manque des denrées alimentaires, on manque même des tomates, aujourd'hui au point même d'organiser des conférences. Il y a eu une conférence au Sénégal sur justement... Je disais, je ne sais pas si vous le connaissez, le Sénégalais qui était aux côtés de il disait, nous avons tout. Nous avons plus de 80% de terres arables, nous avons le soleil qu'il faut, nous avons... Le climat, nous est favorable. Et voilà, mais pourquoi ne pas produire ce qu'on doit consommer nous-mêmes? Ça serait une erreur de croire que les autres doivent nous nourrir et c'est très risqué. Le jour qu'ils décideront de mettre... je sais pas. La preuve, on l'a vu avec la Covid, avec le blé. Quand il y avait évidemment la Covid, rupture de blé, c'était assez intéressant. Enfin, c'était compliqué, mais quelque part aussi, ça a réveillé le jeune, parce que moi j'ai vu au Cameroun par exemple des jeunes qui fabriquaient du pain avec la farine de patates et ça on a trouvé ça plutôt intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui les défis sont là, la volonté y est, il faut peut-être un peu encadrer, encourager ces gens. Murphy, le retour à la terre, c'est un projet qui te tente aussi aujourd'hui? C'est un défi qui te tente? C'est intéressant. Pourquoi pas ouvrir une ferme quand tu rentres d'élevage de poulets, avoir des œufs et tout ça. Oui, c'est intéressant. Comme je disais, on arrive bientôt au terme de cette émission, ça allait très vite les amis. Ronaldon, on va peut-être revenir un peu aussi sur l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des écoles, en tout cas, les autorités essaient de mettre en place des écoles dans ce sens-là, dans le domaine de la terre. Les initiatives à saluer et encourager, à multiplier aujourd'hui un peu sur le continent, ces écoles-là qui essaient justement de donner les outils nécessaires aux jeunes qui décident de repartir à la terre. Exactement. Si l'objectif pour les États africains, c'est d'avoir une économie libre, basée sur la production locale, l'idéal serait de former des cadres ou des futurs, je dirais... futurs cadres, qui vont prendre donc justement cette politique à bras le corps, en allant sur le terrain pour travailler, cultiver, afin de pouvoir arriver à l'autosuffisance alimentaire, comme le disait si bien Murphy. Est-ce que tu es originaire de la République du Congo? De ce que tu observes, est-ce que cette génération est beaucoup plus portée vers la terre ou bien la situation est un peu plus difficile? Il y a un déséquilibre très constant, il faut le dire. Mais aujourd'hui, ce que je constate est que le ministre actuel, Valentin Gobo, il ne cesse de mener pas mal d'initiatives. Ouais. Donc, en instaurant dans chaque département des programmes agricoles très vastes, en utilisant des espaces publics, on encourage les jeunes à aller sur le terrain. Chaque département a ce que nous appelons en fait une identité agricole.
vous savez, dans tel département, la terre, elle est plus favorable à la production, par exemple, de la banane. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et les résultats sont là dans les marchés de Brazzaville. On constate également une certaine baisse des produits alimentaires. Et là, c'est très encourageant. Je pense que si nous continuons ainsi... Les alimentaires importés Non. Produits sur le sol congolais. Ah, d'accord. On constate vraiment qu'il y a une baisse des prix, notamment des ananas, l'avocat et tout ce qui va avec. Et ça, c'est très salutaire. Avec la production, je dirais, on fait même déjà de la farine au pays, grâce à la production, je dirais, du bleu, notamment dans le département du Niari, etc. D'accord. Et évidemment, c'est une très belle initiative. Je pense que, comme on l'a souligné aussi, au-delà de la volonté des jeunes, il faudrait que ces jeunes soient encadrés, accompagnés. Et je trouve que ce genre d'initiative, effectivement, en Afrique, alors plusieurs pays, évidemment, sont dans cette dynamique-là, qui est évidemment donné la possibilité aux jeunes de repartir sur le terrain, en l'occurrence, valoriser cet entrepreneuriat qui renvoie à l'environnement, à la terre et à la production. Évidemment, comme l'a souligné notre ami Murphy, de la production à l'assiette. Voilà, donc, bon, les amis, en tout cas, c'est sur cette belle note que nous arrivons à la fin de cette émission. Ça allait très vite, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Laure, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau, je rappelle, étudiante en médecine. Des personnes à saluer vite fait avant de clore l'émission? Papa, maman, les amis? Je salue mon père, je salue la famille. D'accord, papa, il s'appelle comment? François, je donne le pronom. Non, il n'y a pas de problème. Donc on salue papa François. Oui, mon cher Ronaldon, tu veux saluer quelqu'un au passage? Non, je salue toute la communauté panafricaine du monde entier. D'accord, on salue toute la communauté panafricaine. Murphy? C'est le mois d'Octobre Rose. J'invite les femmes à aller se faire dépister. Le col, c'est quoi le cancer du col de l'utérus. Voilà. D'accord, ouais. Donc j'invite les jeunes filles, les mamans à aller se faire dépister. Attention, il y a le cancer du col de l'utérus, il y a le cancer du sein aussi, parce que tu étais avec le geste et tu étais... voilà. Donc non, c'est pour rappeler évidemment, mais oui, le message est passé et c'est important, effectivement, voilà. Nous sommes en octobre, donc allez vous faire consulter en ce qui concerne évidemment les femmes, mais les hommes aussi, en ce qui concerne le cancer du sein, parce qu'on a tendance à l'oublier également. Quand on parle du cancer du sein, on voit beaucoup plus les femmes, mais les hommes également. En tout cas, une portion est touchée par le cancer du sein. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.